la problématique qui est devant la Cour, et on n'a pas le temps ici de nous appesantir. Mais je remercie Madame la modératrice qui a bien cité une loi unique, une loi qui viole une disposition fondamentale de la Constitution. Merci. Bon, comme vous le savez, le professeur Poïkamoulaï était candidat, pas parce qu'il a voulu être candidat, mais parce que le peuple a besoin non pas d'un autre politicien, mais d'un Congolais comme eux qui veut leur voix. Et lorsque le professeur Poïkamoulaï s'est présenté à la CENI, sa candidature, son dossier de candidature n'a tout simplement pas été réceptionné. Le professeur Poïkamoulaï est allé devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a décidé que la requête du professeur Poïkamoulaï était recevable, c'est-à-dire que la Cour s'est déclarée compétente pour examiner cette requête. Mais curieusement, la Cour a déclaré que la requête n'était pas fondée. Pour quelle raison? Parce que le professeur Poïkamoulaï n'a pas prouvé qu'il était devant la Cour, devant la CENI, et que la CENI a refusé de recevoir la candidature. Donc vous voyez une manœuvre qui a permis simplement à la Cour de ne pas se prononcer sur la question fondamentale qui est encore pendante. C'est-à-dire que la Cour devra répondre à cette question. Est-il juste et équitable dans notre pays que la fonction de président de la République soit accessible simplement au Congolais qui a payé 160 millions de francs congolais, sans se poser la question de savoir d'où vient cet argent et comment est-ce que cet argent a été obtenu. C'est ça la question que nous devons comprendre en tant que Congolais. On vole l'argent de l'État et on devient candidat. Et si on n'a pas eu l'occasion de voler l'argent de l'État, parce qu'on travaille honnêtement, comme le professeur d'université que je suis. Alors, aucun professeur ne pourra jamais devenir président. Aucun professeur, sauf les politiciens entre eux. Voilà la question que nous avons posée à la Cour constitutionnelle. Cette question est encore pendante devant la Cour constitutionnelle et notre Cour constitutionnelle, dont la mission est de défendre les droits de chacun de nous, pas les droits des politiciens, doit répondre à cette question. C'est cette conversation que nous venons de commencer aujourd'hui avec tous nos compatriotes, parce qu'il ne s'agit pas de mettre le professeur Poïkamoulaï à la tête de ce pays. Il s'agit de faire en sorte que demain, vous, n'importe quel Congolais qui se sent la vocation et qui voudrait porter sur ses épaules le redressement de notre pays puisse être accepté comme candidat afin que vous, le peuple, pas la CENI, regardez en ce qui concerne le professeur Poïkamoulaï, ce n'est pas vous le peuple qui avez déterminé que le professeur Poïkamoulaï ne peut pas devenir le président de la République. Ailleurs, dans tous les pays qui sont développés, ceux qui nous ont apporté la démocratie, c'est le peuple qui décide, et pas les bureaucrates, pas la CENI. Partout ailleurs, c'est pas comme ça. Vous savez, j'ai vécu aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut avoir autant de candidats que l'on veut, on ne les exclut pas à cause de l'argent. Donc voilà le message essentiel que nous devons retenir. Les politiciens de la Troisième République, parce qu'avant la Troisième République, ce n'était pas le cas. C'est sous la Troisième République
qui est devenue, comme d'aucuns pourraient dire, et je n'en ai pas peur, parce que, vous le dites, une république des voleurs. Les voleurs sont arrivés à la tête du pays, les voleurs sont entrés au Parlement, les voleurs ont fermé les portes pour que les non-voleurs ne puissent jamais y accéder. Voilà, c'est aussi simple que cela, et c'est le message que nous, le peuple, nous devons tous comprendre. Merci. Nous avons organisé cette conférence, disais-je, dans le cadre de notre apostolat en tant que chrétiens catholiques, engagés non seulement dans la pratique de notre foi catholique, mais aussi et surtout en tant que catholiques qui sommes profondément engagés dans la promotion du bien commun à travers le combat patriotique et sociopolitique afin de redresser notre pays pour le sortir du gouffre dans lequel les politiciens nous ont plongés au cours des 63 dernières années. Je voudrais, d'entrée de jeu, corriger la perception erronée que certains membres de notre Église, et notamment certains dirigeants de notre propre mouvement des professeurs catholiques, prônent réellement au sujet de mon propre engagement socio-politique, notamment à la suite des protestations que certains politiciens articulent avec une violence inouïe contre l'engagement socio-politique de l'ordinaire de notre archidiocèse. La doctrine sociale de l'Église catholique est universelle. Celle-ci prohibe un engagement explicite des membres du clergé dans l'exercice des fonctions politiques, sauf avec l'autorisation expresse de leurs évêques. Mais quant aux laïcs catholiques que nous sommes, le magistère de notre Église exhorte vivement ceux d'entre nous qui se sentent appelés à s'engager patriotiquement et politiquement de ne pas hésiter de le faire. Le magistère exhorte aussi les membres du clergé à accompagner les laïcs catholiques qui s'engagent dans le domaine sociopolitique tout au long de leur engagement, non seulement par la prière, mais aussi avec d'autres moyens jugés appropriés compte tenu des circonstances du moment. Il n'est donc pas inutile de rappeler ici que dans notre propre pays, l'engagement de l'Église catholique pour soutenir et accompagner les acteurs sociopolitiques dans la lutte pour l'émancipation totale de notre peuple remonte certainement à l'époque coloniale. Est-il besoin de rappeler le rôle éminent que le jeune abbé Maloula Joseph Albert, de très heureuse mémoire, avait personnellement joué dans la formulation, l'élaboration et la rédaction du manifeste de la conscience africaine? Faut-il rappeler le rôle non moins éminent que Monseigneur Nkololo Kabwekantanda Joseph avait joué tout au long de l'exode des Balouba, ainsi que pour l'émergence du diocèse de Mbujimaï et l'essor des Balouba dans la province du Kasaï oriental. Qui ne se souviendra pas du rôle fantastique que le clergé de l'archidiocèse de Kinshasa n'avait pas manqué d'assumer en encadrant la marche des chrétiens qui se termina dans un bain de sang à travers les rues de Kinshasa le 16 février 1992, alors même que le dictateur Mobutu bravait la détermination du peuple souverain qui voulait s'affranchir
de son joug oppresseur et dictatorial. Devrais-je rappeler ici le martyre de plusieurs compatriotes, dont notamment les jeunes Mukendi Rossi et Kapangala Thérèse, ainsi que le rôle que nos pasteurs catholiques avaient assumé tout au long des années 2017 à 2018, sous la houlette de feu son éminence Laurent Cardinal Monsengo Bassignan, d'heureuse mémoire, pour nous conduire aux élections desquelles le président dont le mandat expire bientôt tire la légalité et la légitimité du pouvoir qu'il a assumé au cours de ces 5 dernières années. Que dire alors des rôles diversifiés que d'éminents pasteurs de l'Église catholique, dont notamment Saint Jean-Paul II, alors archevêque de Cracovie, le cardinal Singh, alors archevêque de Manille, Monseigneur Romero, alors archevêque de San Salvador, et j'en passe, eurent à assumer en prenant fait et cause pour leur peuple en lutte contre des dirigeants oppresseurs. Ça devrait être la problématique qui est devant la Cour, et on n'a pas le temps ici de nous apaisantir. Mais je remercie Madame la modératrice qui a bien cité une loi unique, une loi qui viole une disposition fondamentale de la Constitution. Pas parce que la Constitution a ouvert cette fenêtre. Cette fenêtre ne peut pas autoriser et donner aux législateurs qui poursuivent un intérêt bien spécifique d'exclure les autres. Nous sommes ici profondément en matière, non pas de conformité aveugle à un ordre unique, mais de contestation, de remise en cause de la problématique elle-même. Je comprends que mon confrère a été pris dans le vif du sujet et il est allé en tant que l'avocat qui défend ce qui existe et non pas l'avocat contestataire. L'avocat qui remet en cause un ordre unique. C'est de cela qu'il s'agit ici. Nous avons bien étudié cela, nous avons été bien outillés, vous n'avez pas eu le temps, nous allons approfondir cette conversation. Ce n'est pas question de dire la loi peut tout faire. La loi disait, la loi faisait tout. Par exemple, ma femme ici, jusqu'il n'y a pas très longtemps, en tant que femme mariée, ne pouvait rien faire sans mon autorisation. Pourquoi est-ce que ça a changé? Parce que les lois doivent être remises en question. Et lorsqu'une loi est injuste, on ne peut pas faire ce que mon confrère dit. Il faut simplement s'accommoder avec cette injustice. Nous allons poursuivre le débat. L'heure qui nous a été accordée est brisée. Je vous remercie encore une fois. Je remercie mon confrère. On va continuer. Je veux dire que nous sommes allés. La Cour ne s'est pas déclarée compétente. Notre requête, ce n'est pas deux requêtes qui ont un même numéro ou des numéros différents. Il y a une requête fondamentale en inconstitutionnalité de la loi, article 104, et la requête en contentieux de candidature. Et lorsque nous aurons le jugement, on l'arrêt, on l'abromise jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas encore eu, vous verrez que la Cour ne s'est pas déclarée incompétente, contrairement à l'avis que le ministère public avait donné, contrairement à l'argumentaire que la CENI elle-même avait donné. La Cour a compris qu'elle ne pouvait pas se déclarer incompétente. Mais la Cour a pris un raccourci terrible sur le plan juridique en disant vous prouvez, vous n'avez pas prouvé, vous êtes allé à la CENI.